Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la toute dernière vidéo qui va sortir pour cette saison, donc le printemps. Le printemps est déjà fini, ça passe trop vite, enfin au moment où sort cette vidéo le printemps est déjà fini. Au moment où je la filme il me reste quand même pas mal de semaines au printemps pour être honnête avec vous. Je vous ai expliqué tout ça en vlog, je pré-filme pas mal de ces vidéos là pour avoir le temps de tourner la réorganisation puisque la prochaine vidéo qui sortira pour vous c'est la réorganisation et dans une semaine tout pile vous aurez ma Summer Pal 2025 donc avec 4 livres et une BD comme dans chaque pal de saison. Et d'ailleurs c'est ce que je viens de faire aujourd'hui ici, vous parler des 4 livres et de la BD que j'avais choisi de lire pour le printemps et finalement je m'en suis pas si mal sortie. Ça a été compliqué hein, mes lectures fin mars et tout le mois d'avril, ça a été très compliqué et c'est à cette période là que j'ai lu principalement ma Spring Pal, mais sur toute ma Spring Pal, donc les 4 livres et le graphique, il y a un seul abandon. J'ai terminé tous les autres livres, donc c'est quasi un exploit, vraiment. Surtout qu'historiquement sur ma chaîne, les pales de saison en général c'est un peu la cata, on va pas se mentir. Mais depuis que j'ai changé la formule, je m'en sors un petit peu mieux, je trouve ça plus cool. Même si, eh bien c'était... Le premier c'est quand même un énorme échec et une énorme déception. Et avec le recul, j'aurais pu m'en douter. Cette énorme déception, donc, c'est Ash is Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Il était dans la catégorie auteur et autrice jamais lu et ça l'a pas fait du tout. En fait, il n'y a rien qui va pour moi dans ce livre. Vraiment, je suis désolée pour l'auteur, l'autrice et tous les fans, mais pour moi, c'est pas possible. Vraiment. La problématique qu'il y a pour moi, c'est avoir une plume travaillée, avoir quelque chose de poétique dans le titre, de référence, de machin, why not? Mais poussé à l'extrême, ça fait que ça se voit que c'est écrit. Vous voyez, genre H et Sky, waouh mon dieu. Et puis ce côté, comment dire, ce côté roman qui se passe aux États-Unis avec des prénoms ultra américains, alors que le livre est écrit par des Français. Je sais pas, je trouve que, en fait, moi je trouve que c'est surjoué de base, mais le livre a tellement eu un impact fort, tout le monde a tellement adoré, tout le monde en parle beaucoup, etc. Et puis Nin reste une youtubeuse que je suivais quand elle faisait des vidéos sur YouTube et que j'aime beaucoup. J'ai fini par craquer, j'ai fini par l'acheter. Et j'ai lu 69 pages. Voilà, parce que au-delà de toute cette poésie à outrance selon moi, les personnages ça ne va pas en fait. Et au début du livre, je me suis dit mais attends, mais je suis en train de lire After ou on est sur un remake de After, c'est comment en fait? Et je n'ai entendu personne, je dis bien personne, comparer ce livre à After, alors que pour moi les deux personnages, aussi bien Ash que Sky, sont la copie conforme de Tessa et Hardin dans After. Vraiment, je sais pas comment les gens ont pu passer à côté, mais c'est le cliché par excellence américain et c'est After. Alors, jusque-là, moi j'ai pas spécialement de problème si vous voulez, parce que After j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai bouffé tous les tomes de la saga, etc. Je défends envers et contre tout After un peu. Mais je sais pas, en fait, je m'attendais pas à trouver des personnages aussi clichés que ça dans un livre qui se veut ultra poétique, ultra machin, ultra... Je sais pas, ça collait pas. Mais bon bref, on va donc rencontrer Sky qui nous explique, oui les prénoms qu'ils ont vraiment moi ça me dépasse, mais bref, donc on rencontre Sky qui nous explique que oh là là, elle est fils de bourge, on lui paye ses études, ses parents lui payent ses études mais elle veut s'émanciper de ouf parce que ça va c'est bon, elle est pas une fille à papa non plus mais bon papa lui paye quand même ses études, hein, faut pas pousser. Voilà donc elle rentre à l'université et puis elle en a marre de ce côté un petit peu... fille à papa justement, hyper sage, hyper chill, etc. Elle veut un petit peu ouvrir ses horizons et aller à l'aventure un petit peu. Et donc l'aventure c'est aller dans des fêtes et coucher avec le premier gars qu'elle croise. Vraiment c'est sa définition de l'aventure. J'ai pas de problème en soi avec ce comportement, mais le combo fille à papa, moi je suis ultra indépendante. Bon papa il paye mes études quand même, mais je suis ultra indépendante quand même. Ça ne colle pas, enfin ce personnage est bancal, c'est pas possible, enfin bref. Et donc effectivement elle va dans une fête et elle va rencontrer Ash. Donc Ash, je vous laisse imaginer à quoi il ressemble, un brun ténébreux, il porte un blouson en cuir, il a des tatouages de piercing,
Et il enchaîne les conquêtes, les soirées, pompel up. Bah c'est Hardin hein, à un moment donné. Je crois qu'il lui manque juste la moto, mais sinon il a la panoplie complète du Hardin, hein, vraiment, vraiment. Voilà, il va se passer un petit truc entre eux, mais ça va pas aller très très loin, tu vois ce que je veux dire, à cette fameuse soirée. Et puis ensuite on va les suivre chacun de leur côté. Et là on va essayer d'un petit peu approfondir les personnages. Donc Sky, on va te dire que, ah oui mais en fait elle a vécu un truc vraiment pas cool dans son passé, juste avant de quitter le lycée, tout ça, mais vous savez quoi, on va pas en parler non plus, on va pas vous dire ce que c'est, on va pas vous dire ce qui s'est passé parce que c'est... Non, on va pas vous dire. Mais il s'est passé un truc, Déjà ce genre de truc, ça me saoule. Vraiment, soit tu me dis les choses, soit tu me les dis pas, mais tu ne me dis surtout pas il s'est passé quelque chose, mais je te dis pas quoi. Ça m'agace. Et de l'autre côté, on va essayer d'humaniser un peu Ash, ce garçon hyper ténébreux, hyper bad boy, tu vois. On va essayer de l'humaniser. On va lui mettre un petit garçon dans les pattes. On sait pas qui est ce petit garçon. Est-ce que c'est son fils? Est-ce que c'est son neveu? Est-ce qu'on ne sait pas d'où il sort ce petit garçon? Mais Ash se balade dans la ville avec un petit garçon. Et comme ce petit garçon c'est pas suffisant pour humaniser Ash vu la description qu'on en a eu avant, on va rajouter une couche avec un mail que Ash va écrire à son meilleur pote qui est parti il y a quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien. On sait pas où il est parti, on sait pas quand il est parti, on sait pas pourquoi il est parti, mais son meilleur ami est parti. Et Ash va lui écrire un mail. Mais alors un mail, vraiment t'as jamais vu ça de ta vie? Aucun être humain au monde n'écrit un mail pareil, ce n'est pas vrai, je suis désolée. Donc je lui écris un mail, cet homme ténébreux au blouson en cuir et tatouage piercing, il lui écrit un mail pour s'épancher en long, en large et en travers sur ses sentiments, lui dire à quel point il le manque, à quel point c'est galère sans lui, à quel point depuis qu'il est parti, sa vie c'est une catastrophe, et puis il a rencontré cette jeune fille, Sky, elle est différente, tu comprends. J'ai pas de problème avec le fait qu'un bad boy puisse ressentir des sentiments, des émotions comme ça. J'ai un problème avec le fait que un bad boy s'épanche sur ses sentiments comme ça, et deux, le fasse à l'écrit avec son meilleur pote. Au-delà du fait que ça ne colle pas avec le personnage de Ash, c'est surtout que pour moi c'est pas crédible, parce que vous savez quoi? Moi-même, meuf très émotive d'une trentaine d'années, je n'écrirais pas un mail pareil à ma propre sœur. Je ne ferais pas ça. Non. Un être humain normal n'écrit pas un mail. Enfin, c'est pas... Enfin, vraiment, quand j'ai lu ça, j'étais en mode, mais... Ça n'arrive que dans les livres, ça ne se passe comme ça que dans un livre. Après ce mail, j'ai continué, hein, puisque ce mail est à la page... Attendez, parce que... Voilà, ce mail est à la page 51, donc j'ai quand même continué. Mais les dialogues et les interactions entre mes personnages, vraiment... En fait, au-delà de tous les clichés qu'il y a dans ce bouquin, ce qui me dérange, c'est que je vois la narration, je vois la construction. Vraiment, j'ai vu le « Ok, ça c'est mon personnage extrêmement cliché américain, ça c'est mon personnage extrêmement cliché américain. Masculin, féminin, on est bon. Mais attendez, je vais quand même venir les nuancer un petit peu. Ok, c'est bon, mes personnages sont nuancés, maintenant ils vont avoir des interactions entre eux. Vous êtes prêts ?» J'ai vraiment vu cette construction de scénario et ça me dérange. Moi, je veux pas voir ces constructions, je veux pas voir cette écriture, je veux pas voir le squelette du livre quand je lis. Parce que du coup, si je vois le squelette du livre, bah, je vais commencer à anticiper ce qui va se passer après. Alors que si vraiment juste je vis les choses avec les personnages, peut-être que je vais les anticiper les choses, mais pas de la même manière. Vous voyez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là vraiment, je vois la narration brique par brique se construire et ça me dérange. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mal écrit, mais en tout cas c'est mal construit, c'est pas... Ça ne va pas, vraiment ça ne va pas. Et puis alors je me suis attachée ni à l'un ni à l'autre des personnages. En 69 pages vous allez me dire c'est normal, mais vu comment ils nous sont présentés, je sais pas, j'arrive pas à me rappeler de la première description de Hardin qu'on a pour en revenir à Tessa et Hardin, mais on doit pas être loin de la même. Franchement je pense que Tessa et Hardin se croisent exactement pareil dans une fête à la fac ou au lycée. Mais c'est pareil, ils se croisent là-dedans, tu vois, tu vois que Hardin est dans son élément et que Tessa n'a rien à foutre là, ben là c'est pareil. Enfin vraiment, si c'est pour lire une pâle copie de After, franchement je vois pas l'intérêt. Et en plus de ça, le prologue pour moi est problématique. Le prologue c'est plusieurs pages dans lesquelles tu suis les personnages bien après ce que tu vas lire dans le roman. Et du coup... bah tu comprends pas vraiment
leurs échanges, etc. Et pire que tout, quand tu démarres l'histoire avec leur jeu de chat et souris qui va démarrer entre eux, parce que c'est une romance quand même, tu vois, bah comme t'as lu le prologue, tu sais qu'ils vont se rapprocher. Alors s'il n'y a pas le prologue, tu sais qu'ils vont se rapprocher parce que c'est une romance de toute façon, vous voyez. Mais si tu l'as lu dans le prologue, je suis en mode de... Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. De plus en plus, hein, je me pose la question à chaque prologue, est-ce que je le lis, est-ce que je le lis pas? Et je me dis, bah s'ils l'ont mis au début, c'est qu'il faut le lire quand même. Mais j'ai énormément de mal avec les prologues qui spoilent la fin de l'histoire, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu prends la peine d'écrire un bouquin de 300 pages dans lequel t'as mis du suspense, des trucs qui vont devenir des faux suspens parce que tu gâches tout dans le prologue? Je comprends pas, vraiment c'est un principe que je comprends pas, donc bref. Pour moi c'est un échec complet ce bouquin. Donc, je vais passer au livre que j'ai aimé, ce sera mieux. Le livre suivant c'est donc Un agneau nommé Trèfle, le tome 4 de Jasmine l'apprentie vétérinaire, écrit par Hélène Peters. C'était la suite de saga pour ma palle du printemps. Donc, et j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé ça assez chouette. Voilà, Jasmine va donc recueillir un agneau. En fait, ce qui se passe, c'est que son père, donc qui tient la ferme familiale, a des brebis qui vont mettre bas. Et Jasmine, ça arrive chaque année, hein. La mise à bas des brebis, c'est quelque chose qui arrive chaque année, évidemment. Chaque année, il y a des brebis qui ont des agneaux, etc. etc. Et c'est un moment que Jasmine aime bien, donc elle va dans la grange pour voir les bébés, les agneaux et tout. Elle trouve ça chouette, et pas de bol, elle va trouver une brebis morte. Et son agneau tout juste né à côté. Et il faut aider cet agneau du coup qui a perdu sa mère, il peut pas être allaité. Alors il y a des solutions hein, dans le monde animal, il peut trouver une autre brebis qui vient de mettre bas un agneau pour qu'elle le prenne comme son fils, mais c'est pas évident. Et donc Jasmine va militer auprès de son père pour en gros remplacer elle-même la brebis. Techniquement. Et donc c'est ça qu'on suit, et il est aussi question d'oisillons qu'elle récupère. La métaphore avec les oisillons a été ultra intéressante, ultra cool, j'ai trouvé. Franchement j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce tome 4, je l'ai largement préféré au tome 2 et 3, parce qu'on n'a pas ce côté animaux du quotidien comme je le disais, donc franchement j'ai bien aimé. J'ai le tome 5 dans ma palle que je vous ai montré en book haul check-in il n'y a pas longtemps et qu'il faut que je lise. Bon là pour juin ça va être un peu compliqué de le rajouter, mais peut-être dans ma palle du mois de juillet. Du coup je pense que je vais mettre le tome 5 et on est sur un petit livre illustré, on est sur une saga jeunesse toute mignonne, toute cool, ça se dit pas mais vous avez compris, franchement j'adore, donc voilà. La catégorie suivante pour mes balles de saison, c'est un tome 1 de saga et j'avais choisi La Voix des Oracles, il me semble, donc le tome 1 Tia de Estelle Faye. J'ai bien aimé mais j'ai mis un petit peu de temps, j'ai un peu galéré à lire. En fait la narration est lente, il se passe pas énormément d'action dans le bouquin et à ce moment-là j'avais besoin de livres qui se lisaient plus vite que ça, qui bougeaient un peu plus que ça. Je l'ai mis de côté, j'ai lu autre chose, j'ai lu des BD, etc. et j'y suis quand même retournée pour le finir et je suis contente parce qu'à la fin on a plein de révélations, c'était très cool. Et je vais lire la suite, c'est sûr, il faut que je l'achète là d'ailleurs dans peu de temps parce que je l'ai pas dans ma palle et que je voudrais la lire. Peut-être aussi dans la palle du mois de juillet, soyons fous. Ici on va suivre Tia. Donc elle est la fille d'un grand militaire romain il me semble. On est en Gaule au 5e siècle, donc les Gaulois, les Romains, etc. Bref, donc voilà, elle est la fille d'un grand général. Son frère est voué à récupérer le domaine familial, etc. parce que c'est son frère, tu vois, c'est comme ça. Mais on l'aime pas. Son frère, on l'aime pas vraiment, son frère c'est un peu un connard, si vous voulez. Et au tout début du livre, le père de Tia est victime d'une tentative d'assassinat. On le retrouve dans les bois, on lui a tiré dessus, en gros on l'a attaqué, on l'a agressé, on le ramène chez lui, on essaie de le soigner, etc. On est au 5e siècle, donc la médecine c'est pas non plus dinguissime. On en sait plus dans le livre sur l'attaque en elle-même, mais je vais pas tout vous spoiler non plus. Et donc voilà, son père est à l'agonie littéralement dans son lit, etc. Et Tia, à partir de ce moment-là, elle va se mettre en tête qu'elle doit aller à Brog, c'est ça. Brog, c'est une citadelle à laquelle il y a eu
il y a eu une bataille menée par son père a gagné cette bataille, et dans la guerre qu'il menait à ce moment-là, ça a été une bataille décisive pour récupérer et garder le territoire en question, et son père lui a raconté des dizaines et des dizaines de fois ce qu'il s'est passé à Brogg, et je sais pas, elle se met en tête qu'il faut qu'elle y aille. En fait, une fois que son père est à l'agonie, c'est son frère qui devient son tuteur, et ça elle veut pas, elle s'entend pas avec son père, parce que Tia est une oracle, elle le sait depuis quasiment toujours, et son père lui a toujours dit et répété que c'était bien d'être une oracle, que c'était positif, mais qu'il ne fallait pas en parler parce que, vu la montée du christianisme, c'est mal vu, et les sorcières, oracles, etc. sont brûlées, évidemment. Donc, elle décide de fuir, et elle décide d'aller à Brogg. Et c'est ça qu'on va suivre, c'est son trajet. Donc on est au 5e siècle, hein, donc les routes, c'est pas trop ça, les voitures, on n'en parle même pas, donc c'est compliqué de faire le trajet, même si techniquement c'est pas très loin, c'est compliqué. Elle va passer par plusieurs villes, plusieurs fleuves, elle va rencontrer plein de personnes, plein de personnages, des prêtres, des ennemis, des amis, elle va rencontrer plein de monde, et donc elle va faire ce voyage jusqu'à Brogg. Franchement j'ai bien aimé, vraiment j'ai trouvé ça très chouette. L'écriture et la plume d'Estelle Faye, pour le coup, je l'adore, vraiment je la trouve très très chouette, la manière qu'elle a de mettre les choses en place, de nous donner les informations, de construire ses personnages, ses univers, j'adore, vraiment j'adore, donc je vais lire la suite. J'ai passé un super moment, je trouvais ça très cool, et même si c'est irritable, si comme moi vous l'avez toujours pas lu, bah je vous la recommande. L'avant-dernière catégorie de chaque palle saisonnière comme ça, c'est un genre que j'ai choisi par saison. Et pour le printemps, c'est plus qu'un genre, c'est un genre XXL, puisque c'est le young adulte. Oui, je sais, c'est pas vraiment un genre, mais écoutez, bref, c'est le young adulte. En général, le young adulte, SFFF, fantasy au sens large, parce que je lis très peu de contemporain, et alors de contemporain young adulte, franchement j'en lis quasiment jamais. Et donc pour le printemps, j'avais choisi Hybride, le tome 1, La levée du voile de Gwendoline Vervel. Et si vous avez vu mes vlogs de fin avril, début mai, vous savez que j'ai adoré ce tome 1, j'ai trouvé ça trop cool, alors même qu'on est sur un type de fantasy que j'aime pas d'habitude, puisqu'ici on va parler d'elfes, de druides, de petits peuples, mais franchement j'ai trouvé ça trop cool. En gros, on rencontre ici Margot, une jeune adolescente de 16 ans. Elle est en pensionnat depuis ses 6 ans. Sa mère a un jour pété un câble, vraiment, et l'a exilée très très loin de chez elle en pensionnat. Elle ne peut pas rentrer, même pendant les vacances, elle reste là-bas. Pendant les grandes vacances, elle a le droit chaque année à 3 semaines avec son père et son meilleur ami. C'est tout. Le reste du temps, elle est au pensionnat ou ailleurs, mais pas chez elle. Sa mère l'a bannie, littéralement. Donc ça fait 10 ans qu'elle est bannie, puisque depuis qu'elle a 6 ans, elle est en pensionnat. Elle le vit très mal, évidemment. Et là, au début c'est la fin de l'année scolaire, au début du livre, et donc Margot est prête à rejoindre le camp de vacances auquel elle va. C'est un camp d'équitation, parce qu'elle fait de l'équitation. Voilà, normalement, l'école se termine, c'est les grandes vacances scolaires techniquement. Elle va un mois ou un peu plus, je ne sais plus, au camp d'équitation. Ensuite, elle va 3 semaines chez elle pour voir son père et son meilleur ami, et puis c'est le retour à l'école pour l'année d'après. Vous voyez. Mais là, le temps passe, et la personne qui normalement vient la chercher au pensionnat pour l'amener au camp ne vient pas. Et les gens qu'elle voit arriver, c'est son père et son meilleur ami. Et son père lui explique que, exceptionnellement, sa mère a changé d'avis et qu'elle va pouvoir passer tout l'été chez elle. Elle est très contente, mais en même temps, elle se dit que c'est bizarre que sa mère ait changé d'avis. Elle se pose des questions, voilà, elle est à l'âge où elle se pose énormément de questions, d'autant plus parce que sa mère la rejette depuis 10 ans quand même. Et quand elle arrive là-bas, le 21 juin, c'est son anniversaire. Si j'avais su, je l'aurais mis pour l'été. Bref, c'est son anniversaire, donc elle a réellement 16 ans le 21 juin. Et il va se passer quelque chose de magique, donc en rapport avec les elfes, les druides, etc., etc. Et les descendants des elfes et des druides qui sont les elfides. Et elle va en apprendre plus sur ce monde-là, cette magie, etc. Et elle va petit à petit découvrir que toute cette magie-là et toutes ces choses sont liées au rejet de sa mère 10 ans plus tôt. Franchement, j'ai adoré. J'ai dit en vlog qu'au début, la raison pour laquelle sa mère la rejette est un petit peu légère, mais c'est que la raison du départ du bouquin. Et plus on avance, plus on en apprend sur ce qui s'est passé.
et on comprend beaucoup de choses par la suite. Et le rejet de cette mère est pour moi beaucoup plus compréhensible à la fin du tome 1 qu'au début. Pareil, on est sur un tome 1, donc je pense que je vais me trouver la suite, me l'acheter dans peu de temps pour la mettre dans ma palle du mois de juillet. J'ai pas pu l'avoir à temps pour la mettre dans la palle du mois de mai ou même dans celle du mois de juin, mais franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça absolument génial. C'était trop cool, j'adore le personnage masculin, le personnage principal féminin. J'aime beaucoup la manière dont tout l'univers nous est révélé, lui est révélé, tous les êtres surnaturels qu'il y a. Et à la fin de ce tome 1, il y a quand même une part de sombre qui arrive, mais de manière assez violente quand même. Ça s'assombrit, hein, vraiment beaucoup. Et franchement j'ai adoré. J'ai vu que dans le tome 2 apparemment tout ce qui est question de bien et du mal est un petit peu remis en question et réévalué au début du tome 2. Tout est un petit peu chamboulé et honnêtement c'est déjà le cas à la fin de ce tome 2, du tome 1. Avec les révélations qu'on a, tu te dis mais alors attends, lui il est gentil ou il est méchant? Et elle on l'aime bien ou on l'aime pas? Du coup t'es un peu perdu sur les personnages qu'on t'a présentés dans le tome 1. Je trouve ça absolument génial, franchement j'ai adoré. J'ai trop hâte, j'ai trop envie de lire la suite, là à l'heure où je vous parle, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, ma lecture du tome 2 est très lointaine pour moi, mais franchement j'ai adoré, vraiment, je vous recommande ce tome 1, c'était trop cool. Et la toute dernière catégorie de chacune de ces pales saisonnières que je fais donc 4 fois par an, c'est un graphique. Voilà, j'avais changé ça, j'avais rajouté ça il y a quelques années maintenant. Au tout début de ma chaîne, je lisais pas de graphique et puis il y a 2 ans, début 2023, je crois que c'est ça, je me suis inscrite à la bibliothèque et à la bibliothèque je n'emprunte que des graphiques. Et depuis lors, je lis beaucoup de graphiques. J'avais commencé à en lire un petit peu avant de mémoire, mais je me suis vraiment mis à lire des graphiques grâce à la bibliothèque. Et maintenant, j'en achète qui sont à moi. Et je m'étais rendu compte que je lisais beaucoup de graphiques, certes, mais principalement ce que j'emprunte à la bibliothèque et pas ce qui est dans ma bibliothèque. C'est toujours un petit peu le cas, malheureusement. Et donc, j'ai rajouté une catégorie graphique dans ces pales de saison pour lire au moins un graphique à moi par saison, parce que sinon, j'avance pas. Et là, j'en ai même lu 2, puisque le graphique que j'avais mis dans cette palle, c'est le Grimoire d'Elphie, tome 4, le trésor de la tricomancienne de Harlison Alouette et Minnie Ludwig. Et comme j'avais le tome 5 dans ma palle aussi, je me suis dit que j'allais le lire. Donc le tome 5, c'est Les reflets de Walpurgis. Voilà. Et pour tout vous avouer, le jour où je tourne cette vidéo, on est le 1er mai. Oui, je préfilme les vidéos comme je l'ai dit. J'ai fini ce livre juste avant de tourner la vidéo, donc là, il y a genre une demi-heure. Et la nuit de Walpurgis, c'est la nuit du 30 avril au 1er mai. Je ne le savais pas, franchement j'ai trouvé ça... c'est parfait, c'est pile poil. Vraiment j'aime beaucoup cette saga. Donc dans cette saga on va suivre Elphie qui est la petite dernière d'une famille avec 3 sœurs. Leur particularité c'est qu'elles ont perdu leurs parents quand elles étaient assez jeunes. Leur plus grande sœur, enfin sa plus grande sœur à Elphie a 18 ans au début du tome 1. Elle a récupéré un bus rouge anglais comme ça qu'elle a transformé en appartement au 1er étage et en librairie au rez-de-chaussée. Et donc elles sont itinérantes avec ce bus, elles se baladent à travers la France, dans chaque tome elles sont dans un endroit différent de la France et elles visitent en même temps. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc ici elles vont rendre visite à leur grand-père qui, d'après leur tante, perd un petit peu la boule depuis leur grand-mère est décédée et puis là ça s'est un petit peu accéléré ces derniers mois, ces dernières années. Il perd un petit peu la boule et voilà, enfin, peut-être faire quelque chose entre guillemets. Donc elles vont lui rendre visite et essayer de comprendre, de voir ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé ce tome là, j'ai trouvé ça très chouette. Après vous le savez, tout ce qui touche aux grands-parents et aux grands-pères de manière générale, ça fait écho en moi. Et donc dans ce tome là, Elphie reçoit une invitation d'une sorcière qu'elle a rencontrée, puisque on est dans un univers magique où Elphie a de la magie mais ses sœurs non. Et donc voilà, elle reçoit un message d'une sorcière l'invitant à la nuit de Walpurgis qui a lieu près du marais Poitevin. Et donc comme elles sont pas très loin avec leur bus, elles y vont pour assister à cette nuit avec ses sœurs. Et j'ai bien aimé ce tome là, en plus dans ce tome là les liens entre les sœurs se resserrent un petit peu parce que Elphie est un petit peu à part de ses sœurs puisque elle a de la magie, elle voit des choses, elle fait des choses que ses sœurs ne peuvent pas voir, elles ne peuvent pas comprendre. Donc ça crée un petit écart entre ses deux sœurs et elle. Et dans ce tome là, il y a un petit élément qui fait que
Ça resserre leurs liens, ça les rapproche vraiment. J'ai adoré ce tome 5, j'ai aussi beaucoup aimé le tome 4. Elles rendent visite à leur grand-père, mais la très ancienne c'est leur grand-mère, donc il est aussi beaucoup question de leur grand-mère, donc leur grand-mère, ici la mère de leur mère, et c'est par cette famille-là que la magie se transmet, donc il y a toute une notion de génération, de famille, Franchement j'ai adoré, j'aime beaucoup cette saga. On n'a pas encore le tome 6 parce que le tome 5 est sorti il n'y a pas hyper longtemps non plus, mais faut pas que j'oublie de me renseigner sur cette BD là et que je note quand j'entends et que je vois les booktubeuses et des booktubeurs que je suis parler des tomes de cette saga. Il faut vraiment que ça reste style et que je me le commande. Voilà, il est sorti en 2024, novembre 2024, donc on n'a pas encore le tome 6 pour l'instant, mais on devrait l'avoir d'ici la fin de l'année, normalement. Je vous ai montré les 4 livres et la BD pour cette palle. Je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.